Alors rappelez-vous quelque chose de très important. Si le travail perd sur vous, c'est de votre responsabilité. Au départ, il était question pour vous de pouvoir faire briller votre équipe, de faire de la duplication managériale. Mais nous tombons dans le piège, rappelez-vous, de se dire, c'est moi qui suis responsable, c'est à moi on a confié le poste. Mon boss m'a dit qu'il compte sur moi, le conseil d'administration m'a dit qu'il compte sur moi. Et nous faisons peser sur nous seuls le poids de la responsabilité. Mais peut-être parce que nous avons oublié ce que nous disions au début de ce programme. Nous avions dit qu'il y a trois choses importantes pour être sûr de délivrer du résultat en tant que manager. La première chose, c'est de se construire soi-même. Nous l'avons vu à travers les 4 premiers modules de ce programme. La prochaine chose est de bâtir un système. Nous avons commencé par le voir avec le module sur comment manager et catalyser la performance. Et nous sommes en train de voir aussi comment créer une dynamique de groupe. Donc c'est toujours ça, la construction du système. Et puis les prochains modules, nous verrons comment faire pour développer individuellement les hommes pour qu'ils puissent travailler dans la cohésion, dans la dynamique que nous avons créée avec les outils de construction, de gestion des différents processus au sein de l'entreprise ou de l'équipe pour pouvoir délivrer les résultats qui sont attendus. Alors donc, c'est vrai de se construire soi-même pour être en mesure de pouvoir produire du résultat, mais le next step important, c'est de bâtir un système, de pouvoir généraliser la performance en commençant par prendre ce que vous savez faire pour structurer ça, pour systématiser ça, ce que vous faites et qui a marché, vous le systématiser pour vos collaborateurs et vous créez une dynamique en repartissant la tâche entre les gens avec des indicateurs de performance pour chaque personne, mais surtout avec une façon de travailler ensemble, avec une cohésion. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, une fois que vous avez construit un système pour que le résultat soit au rendez-vous, il faut travailler sur la qualité des relations. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble va jouer effectivement un rôle important dans votre capacité à délivrer pour l'équipe, à amener l'équipe à produire des niveaux supérieurs de résultats. Mais quand il est question de faire ça, il y a beaucoup de pièges dans lesquels nous tombons et qui nous empêchent de pouvoir, n'est-ce pas, produire du résultat. J'en ai parlé avant, mais commençons par le premier. Le premier, c'est le fait de s'approprier tout seul le travail et la mission de l'équipe. Oui, c'est vous le responsable, c'est vous qu'on a nommé. Mais quand on vous a nommé, on vous a donné un délai, on vous a donné des ressources. Et l'une des premières ressources qu'on a mises à votre disposition, c'est une équipe des hommes. Rappelez-vous, il n'y a de richesse que d'hommes. Imaginez par exemple que vous êtes le manager commercial, le responsable commercial d'une équipe. Vous gérez la force de vente. Eh bien, on a dit, ben tiens, il y a des choses qui arrivent souvent dans les équipes que je considère comme une aberration. C'est le fait qu'au lieu de fixer un objectif de chiffre d'affaires à une équipe, on fixe un objectif de chiffre d'affaires au manager à part et puis on fixe des objectifs de chiffre d'affaires à ses collaborateurs. Je comprends cela. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en général? Le manager pense que c'est à lui de tout faire pour pouvoir produire pour l'équipe ou bien se tirer d'affaires. Et donc, du coup, au lieu de coacher l'équipe, au lieu de créer les conditions d'excellence, au lieu de former, au lieu d'accompagner l'équipe, eh bien, il se retrouve à se battre pour sa propre paroisse, pour sauver les meubles. Ou il se fait vaille que vaille pour délivrer ce qui est attendu de l'équipe. Eh bien, et à la fin de la journée, il est cabossé, il est fatigué. Même si parfois il a de grosses commissions, ça ne peut pas résoudre les autres pots cassés qu'il a ramassés pour ce qui concerne sa santé, pour ce qui concerne son équilibre vital, donc équilibre entre son travail professionnel et sa vie privée. Donc du coup, quand nous avons une équipe, j'ai une équipe commerciale, et je dois me dire, ok, c'est vrai que je peux faire 300 millions par exemple. On m'a fixé un objectif de 1 milliard et j'ai 5 personnes. Si je suis capable de faire 500 millions, c'est une très bonne nouvelle. Mais le but du jeu ici, c'est très simple. Au lieu de vouloir faire, n'est-ce pas, 500 millions par mois, mais ou bien de me battre pour faire 800 millions et avoir honte le jour où je dois rendre compte à ma hiérarchie, je peux décider par exemple de faire 500 millions. Et me dire, mon objectif, c'est de prendre les 5 collaborateurs que j'ai, travailler sur l'un d'entre eux pour qu'il arrive à faire 250 millions, travailler sur un autre pour qu'il arrive à faire 150 millions et former ensuite une autre personne qui va faire 100 millions. Et à partir de là, je serai en train de dépasser, n'est-ce pas, rien qu'avec les 3 que j'aurai accompagnés, je serai en train de dépasser les 1 milliard qui m'ont été fixés. Et quand je vais continuer à challenger l'équipe, comme on va le voir à travers ce module et le module sur le pouvoir de l'influence et le coaching des collaborateurs, quand je vais commencer par accompagner, challenger l'équipe, je vais arriver à un niveau de maturation où, là où moi je fais 500 millions, eh bien, chacun des membres de l'équipe
fait au moins 200 millions, eh bien, nous serons à minimum 1,5 milliard. Mais pour ça, il faut que je décide de ne pas être le seul à produire, de ne pas être le seul à porter le poids de la réalisation des objectifs qui ont été fixés à l'entreprise. Que je décide, là où je fais 800 millions sur 1 milliard et mes collègues font à peine 20 millions chacun, et puis j'ai honte, et je suis mal à l'aise à chaque fois, je vais alors décider stratégiquement de recruter ou bien de former, d'accompagner mon équipe en décidant d'aller moins tout seul sur le marché et sur le terrain, en décidant de faire 500 millions personnellement et en consacrant la moitié de mon temps à accompagner chacun des membres de mon équipe, à les rendre capables pour qu'ils puissent produire pour moi. L'idée ici, c'est de produire à travers son équipe, c'est d'exceller à travers son équipe, c'est de performer à travers son équipe plutôt que de vouloir faire les choses par soi-même. L'autre chose importante, c'est que parfois, nous gardons au sein de notre équipe une personne en qui nous n'avons plus confiance. L'une des choses que les entraîneurs de football font, et que peut-être nous n'aimons pas souvent, c'est que lorsqu'on les nomme à la tête d'une équipe ou au bout d'une certaine saison, ils disent « tel joueur n'est plus dans mes plans, tel joueur n'est plus dans mes plans ». Et ils demandent par exemple au club de vendre le joueur ou bien de le prêter à un autre club si le club, du point de vue de son plan de trading ou son plan sportif, pense que ce joueur aura de la valeur dans le futur. Donc l'entraîneur dit carrément, je n'ai plus besoin de ce joueur-là. À la différence que lorsque nous faisons du management d'équipe, eh bien, il n'y a pas à détester quelqu'un pour la forme. Il est possible qu'une personne n'entre pas dans le plan de jeu, un joueur, du fait de son profil, n'entre pas dans le plan de jeu d'un manager, d'un coach, d'un club. Alors, mais pour ce qui concerne la gestion des hommes, si vous voyez qu'il est question de vendre et que la personne que vous avez en face n'a pas le profil pour aller vendre, je comprends. Vous pouvez peut-être demander à ce qu'on l'amène au SAV, au back-office pour qu'il puisse bosser là-bas, ou bien qu'on l'amène aux finances s'il peut faire quelque chose de bien, ou bien aux achats s'il peut faire quelque chose de bien là-bas. Là, je comprends. Maintenant, ce dont nous parlons ici, c'est que garder dans votre équipe une personne que vous n'aimez pas, ça ne sert absolument à rien parce que la façon dont vous le traitez, la façon dont vous l'insultez, envoie aux autres le message que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous êtes mauvais quelque part. Il y a peut-être des gens qui vont se réjouir du fait que vous soyez en train de martyriser un membre de l'équipe, mais ça n'a pas un effet positif sur l'équipe et il faudra faire quelque chose pour ne plus poursuivre des choses de ça. L'autre chose aussi, c'est de laisser prospérer au sein de l'équipe des attitudes et des façons de faire qui ne vont pas contribuer à l'excellence que vous recherchez pour l'équipe, qui ne vont pas permettre de pouvoir réussir ce qu'il faut. Parfois, nous les managers, nous avons tendance à protéger des collaborateurs. Nous savons très bien que ce collaborateur vient en retard, qui ne produit pas, qui nargue tout le monde. Et nous ne décidons pas clairement de le faire asseoir pour dire, tiens, non, tu ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible comme ça, je ne peux pas permettre que tu aies des attitudes comme ça. Quand nous le coachons, quand nous le redressions, quand nous le recadrons, nous verrons dans avec le module sur le poids de l'influence et le coaching des collaborateurs, comment faire pour recadrer un collaborateur qui se montre récalcitrant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour l'amener à, n'est-ce pas, à nouveau délivrer produit. L'autre chose que nous faisons, c'est que nous pensons que si nous punissons de façon très sévère un de nos collaborateurs, ça va envoyer un signal et un message aux autres et qu'éventuellement, ils vont s'ajuster et qu'ils vont arrêter de déconner. Eh bien, ceci est éventuellement possible. Mais écoutez bien, si les membres de votre équipe, vous n'avez pas la crédibilité, ce n'est qu'une personne qui veut rester avec vous, qui tient à rester avec vous, qui aura peur d'être puni, qui aura peur d'être censuré si, eh bien, il a un comportement désobligeant. Quand il voit que vous avez puni une personne, il aura peur d'être puni lui aussi parce qu'il s'est dit, je veux continuer à bénéficier de son accompagnement. Mais si tout le monde au sein de l'équipe, vous n'avez pas l'adhésion de tout le monde au sein de l'équipe, il va être très difficile d'utiliser la punition pour donner des leçons. Je pense plutôt qu'il faut utiliser la remobilisation pour pouvoir donner des leçons. Je pense plutôt qu'il faut utiliser l'exemplarité pour pouvoir donner des leçons aux gens. La meilleure façon de pouvoir montrer l'exemple aux gens, c'est de leur montrer que nous pouvons réussir sans vous. Il faut punir, la meilleure façon de punir un collaborateur, à mon humble avis, ce n'est pas de l'attaquer, de le priver, de lui faire des mises à pied, etc. C'est de lui montrer clairement, écoute, nous allons délivrer ce résultat avec ou sans toi.
Donc, tu as intérêt à venir avec nous. Je te propose de venir avec nous. Voici ce pourquoi nous comptons sur toi. Je pense que tu peux contribuer. Maintenant, voici comment je veux faire avec toi pour que nous puissions y arriver. Et lui proposer un plan clair pour que vous puissiez performer et exceller ensemble au sein de l'équipe. Donc, c'est à vous de clairement le challenger avec le résultat. La plupart des gens vont vous naguer et vont naguer l'équipe parce qu'ils pensent que l'équipe ne peut pas délivrer son jeu. Lorsque vous leur montrez clairement que vous pouvez performer et exceller malgré, avec ou sans eux, que tout le monde est le bienvenu, que vous avez besoin de tout le monde, mais que personne n'est indispensable, ils comprennent clairement que, tiens, il faut qu'ils s'ajustent, qu'ils rentrent dans les rangs. C'est la meilleure façon de pouvoir y arriver. Naturellement, le fait de diviser pour pouvoir mieux régner, le fait d'avoir des gens que vous traitez de façon préférentielle par rapport aux autres, eh bien, ce n'est pas une façon de pouvoir réussir. L'autre chose, nous avons vu ça avant, ça ne sert absolument à rien de donner des instructions et d'attendre. Il faut créer une dynamique, repartir les tâches entre les collaborateurs. Et pour chaque collaborateur à qui vous avez confié une tâche, il y a un canevas, il y a une checklist, il y a des templates, il y a un travail de groupe qui est fait. Vous pouvez parfois mettre les gens 2 par 2, 3 par 3 sur des projets, créer des équipes de projets, créer la coordination. C'est ça que vous avez besoin de faire au lieu de donner juste des instructions et laisser une seule personne dans son coin en train de se battre et de se débattre pour pouvoir réussir.